Très bien, les amis, bon mardi à tous. Je vais vous poser une question. C'est en fait une énigme que nous connaissons tous. Qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? C'est ce à quoi je pense. C'est vraiment ce à quoi j'ai pensé toute la journée parce qu'hier, nous vous expliquions cette sorte de coïncidence aléatoire, ou peut-être pas une coïncidence, concernant le FBI, qui semble choisir de travailler dans des bureaux qui sont en quelque sorte dirigés par la royauté française. En essence, n'est-ce pas? Ces vieilles familles franco-américaines. Alors, pourquoi notre FBI ferait-il cela? Ils auraient sûrement été conscients qu'ils choisissaient de travailler dans des bâtiments qui pourraient potentiellement avoir des intérêts étrangers. Mais ensuite, vous savez quoi? J'ai compris. La poule est venue avant l'œuf. Bien sûr, ne soyez pas ridicules. C'est la réponse à l'énigme, lol à l'histoire américaine qu'on nous enseigne dans les écoles publiques. Les Français ont aidé à établir les États-Unis. Ils sont venus et ils nous ont aidés à gagner notre grande indépendance contre les méchants britanniques. Et ensuite? Ils nous ont simplement laissés tranquilles. C'était juste un acte de charité. Genre, tout va bien, on ne veut rien en retour, on veut juste que vous soyez libres. Est-ce que ça a du sens pour vous? Allez. En fait, il s'avère, et vous le saviez peut-être, ou alors c'est juste mon ignorance d'Américain, mais notre FBI a été fondé par les Français. En théorie, le FBI se trouve vraiment dans le bâtiment des Français à Wilmington, si on y réfléchit depuis longtemps. Et maintenant, j'y pense depuis longtemps. Donc, bienvenue à nouveau sur Candice. En fait, je veux commencer cet épisode par un commentaire de l'épisode d'hier parce que, vous savez, nous avions lancé ce sondage pour savoir si le public était d'accord avec moi à propos de mon procès, le fait que Brigitte Macron ait porté plainte contre moi, que Brigitte et Emmanuel Macron m'aient poursuivi, et si tout cela n'était qu'un grand coup monté fédéral destiné à me ruiner. Et voici une réponse que nous avons reçue dans la section des commentaires. Regardez ça. Je crois que le but du procès intenté par Macron était qu'il ne devait mener nulle part, parce que Candace était censée avoir été assassinée avant que l'affaire n'arrive devant le tribunal. Ensuite, ils auraient pu prétendre indéfiniment que Candace mentait, ce qui est évident par le fait qu'ils la poursuivaient pour, soi-disant, diffamation. Avant. Quelqu'un l'aurait tuée. C'était leur plan, mais je prie pour qu'il ait maintenant échoué. Je n'avais jamais envisagé cela, et ça m'a vraiment touché profondément. C'est une pensée très sombre. Et je pense que maintenant, je me pose des questions. J'ai beaucoup de questions. Tout semble différent dans ce monde post-Charlie Kirk. Par où commencer? Et si on parlait de la fondation de l'Amérique? Parce que, franchement, ces prêtres catholiques dont je vous ai parlé, ils avaient incroyablement raison. Je vous ai raconté il y a longtemps comment. Quand je me demandais si je devais devenir orthodoxe ou catholique, mais que je savais que j'en avais fini avec le protestantisme, je suivais des enseignements auprès de ces prêtres en Europe et au Royaume-Uni, et l'un des pères était un vrai rat de bibliothèque, n'est-ce pas? Un Anglais un peu grincheux qui n'avait absolument aucune estime pour le système éducatif américain. Et il m'a dit assez célèbrement, « Vous, les Américains, vous ne savez rien de votre propre histoire. Votre pays a été fondé par des francs-maçons. » Et cette phrase résonne maintenant en permanence dans ma tête, parce que bon sang, il avait raison. Une guerre qui faisait rage à travers l'Europe depuis des siècles avait alors débordé sur l'Amérique. C'était en grande partie une guerre spirituelle, c'était vraiment une guerre théologique. C'est ce que je commence à réaliser. C'est pourquoi l'Amérique n'a jamais vraiment eu d'appétit pour l'orthodoxie ou le catholicisme, parce que les catholiques et les orthodoxes ont conservé l'histoire. Ils savent ce qui se passait en Europe, pas l'histoire falsifiée qui est emballée et vendue aux Américains. Ils savent ce que tramaient les francs-maçons, ces francs-maçons qui ont provoqué toutes ces révolutions contre, en réalité, l'Empire chrétien à travers l'Europe. L'idée, vraiment, je le pense maintenant, c'est de garder les Américains gros, ignorants, drogués et soumis à la propagande, n'est-ce pas? Et puis, quand c'est nécessaire, utiliser leurs hommes pour massacrer en masse d'autres chrétiens à l'étranger. C'est la vision d'ensemble que je commence à percevoir. Tout cela pour dire, saviez-vous que notre FBI a été fondé par Charles-Joseph Bonaparte? Je n'en avais aucune idée. Je déteste être l'Américain ignorant, mais je n'en avais aucune idée. Et oui, cet homme était le fondateur. Et oui, c'est bien comme Napoléon Bonaparte. Son grand-père, le grand-père de Charles, était le frère de Napoléon Bonaparte. C'est comme
C'était son grand-oncle? Napoléon Bonaparte était son grand-oncle, ce qui rend la chose plutôt amusante, non? Parce que notre source d'hier, cette personne de Wilmington dans le Delaware, affirmait que le FBI avait ses bureaux, ces sortes de bureaux cachés, peut-être dans des bâtiments qui semblent en partie contrôlés par des familles franco-américaines qui pourraient avoir des intérêts conflictuels. En particulier, nous parlions de la famille Dupont, n'est-ce pas? Le simple fait de mentionner la famille Dupont a déclenché une avalanche de témoignages en provenance du Delaware. C'était incroyable. Des gens de Wilmington disaient « Oui, non, ils possèdent à peu près tout, vraiment tout, hôpitaux, écoles, immeubles, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est à eux. » Et puis, nous avons reçu d'autres témoignages de personnes qui s'intéressaient, en quelque sorte, aux légendes urbaines entourant la famille Dupont. Ils nous disaient « Et j'ai été à l'école avec un Dupont. » Il y a beaucoup d'histoires à ce sujet. Et ces histoires ressemblent beaucoup à ce que tu abordais dans ta série Becoming Brigitte. Tu te souviens? En fait, juste avant, nous avions été un peu interrompus dans Becoming Brigitte. Série 2, saison 2, nous parlions d'Éric Dupond-Moretti, et nous évoquions comment il s'était fait un nom en défendant l'idée d'un inceste heureux. Oui, les gens nous disaient, tu sais, cette famille Dupont, il se passe beaucoup de choses là-bas. Et ils ont peut-être aussi été impliqués dans certains meurtres. Encore une fois, c'était du folklore autour des Dupont, si on peut dire. Mais ensuite, on a reçu encore plus d'emails. Et tu sais quoi? Ce n'est pas entièrement du folklore, d'accord? Ce n'est vraiment pas le cas. C'est en fait un article qui est paru dans Vanity Fair, alors lisons-le ensemble. Et je vais lancer un avertissement dès le début parce que c'est perturbant. L'épisode d'aujourd'hui, en général, je devrais le préciser, n'est pas pour les âmes sensibles. Voici le titre. L'héritier Dupont n'écope d'aucune peine de prison pour avoir violé sa fille de 3 ans. Et la personne qui a envoyé cet email a dit « Cette histoire vit en moi depuis plus de 10 ans parce qu'elle m'a tellement bouleversée. » Et tu devrais lire ça. Et on nous dit que Robert Richards IV a été condamné en 2009 pour avoir violé sa fille de 3 ans. 7 ans plus tard. Elle, qui n'avait que 5 ans, a dit à des proches qu'elle ne voulait plus que son père la touche. Puis, il est dit que, dans un rebondissement alarmant, le juge qui a condamné l'héritier de la fortune Dupont l'a laissé libre, sans peine de prison, arguant que Richard, qui mesure 1,93 m, ne s'en sortirait pas bien en prison. C'était l'argument avancé par l'avocat et les tribunaux du Delaware l'ont jugé valable. Ainsi, au lieu de le condamner à la prison pour le viol d'une fillette, on nous dit que la juge Jan Jordan a estimé que Richards bénéficierait plutôt d'un traitement. Les critiques ont depuis fait remarquer qu'un tel traitement est généralement proposé uniquement aux toxicomanes ou à ceux en possession de pornographie infantile et non aux violeurs condamnés. Et les détails de l'affaire sont devenus publics ce mois-ci lorsque l'ex-femme de Richard l'a poursuivi en justice pour des dommages liés aux abus sur leur fille. Voici comment le News Journal décrit le violeur condamné dans cette affaire. Citation, « Richard, qui est sans emploi et soutenu par un fonds fiduciaire, possède un manoir de 540 mètres carrés à Greenville, qu'il a acheté pour 1,8 million en 2005. Il déclare également posséder une maison dans le quartier exclusif de North Shores, près de Rehoboth Beach, selon le registre des délinquants sexuels de l'État. Il nous dit que son arrière-grand-père est le patriarche de la famille Dupont, Irene Dupont, et que son père est Robert H. Richards, un associé retraité du cabinet d'avocats Richards, Layton et Finger. Voilà. Je sais déjà ce que vous allez dire. Et Candace, est-ce que c'est le cabinet d'avocats qui dépose les documents pour toi? Et la réponse est oui. Et je ne le savais pas, non, jusqu'à littéralement hier, parce que Richards ne sonnait pas pour moi comme Dupont. Donc je n'avais pas fait le rapprochement alors que je préparais cet épisode sur la famille Dupont. Je n'avais pas réalisé que les personnes qui déposent les documents pour moi, ou plutôt le fondateur de ce cabinet, l'associé fondateur de ce cabinet, qui est maintenant à la retraite. C'est Dupont, c'est la famille Dupont. Donc ça a du sens, parce que, comme les gens du Delaware nous le disent, tout est Dupont. L'article de Vanity Fair continue, l'héritier de la fortune chimique des Dupont, et pour être clair, c'est leur spécialité, les produits chimiques, des produits chimiques utilisés dans la guerre. Nous allons revenir là-dessus plus tard. Il a également admis avoir agressé sexuellement son fils en bas âge. Il a d'abord été inculpé de 2 chefs de viol d'enfants au second degré, ce qui
aurait entraîné une peine de prison obligatoire de 20 ans s'il avait été reconnu coupable. Richard, encore une fois accusé d'avoir violé 2 de ses propres enfants, a été libéré sous caution de 60 000 $. Et il a finalement conclu un accord de plaidoyer dans lequel il a admis avoir abusé de ses enfants, mais a reçu une accusation moins grave. Un viol au 4e degré. D'accord. L'article poursuit en nous disant que ce n'est pas la première fois que la famille Dupont se retrouve au centre de gros titres peu reluisants. John Dupont a abattu le lutteur olympique David Schultz dans l'allée du manoir familial en 1996. 2 ans plus tard, le corps en décomposition d'une prostituée de Las Vegas a été retrouvé entassé dans le climatiseur d'un motel miteux. Elle a été tuée par 3 ouvriers salariés. Et comme l'a rapporté Dominique Dunn dans Vanity Fair, l'argent provenait de la famille Dupont. Il semblerait que Lisa Dean, qui travaille chez Dupont, n'approuve pas que son fils toxicomane fréquente une travailleuse du sexe de Las Vegas, elle aussi toxicomane. Elle et son mari, Christopher Mosley, l'ont donc fait tuer. John Dupont et Mosley sont tous 2 morts en prison. OK, super cool. La France dans l'histoire. Nous avons un meurtre commandité présumé. Enfin, ce n'est pas vraiment un meurtre présumé. Ce n'est pas présumé. C'est juste un meurtre commandité. Nous avons de l'inceste. Nous avons les liens de Jeffrey Epstein avec la France. Je remarque juste un certain fil conducteur ici, si je puis dire. Un fil conducteur qui me met un peu mal à l'aise. Est-ce que tu te sens mal à l'aise? Parce que tu devrais te sentir à l'aise, surtout si tu es moi. D'accord, et tu découvres vraiment, par la grâce de Dieu, qu'il y avait ce complot pour me tuer. Franchement, je n'aime pas du tout toutes ces coïncidences. Ça commence à ressembler à une conspiration, pour être honnête avec toi. Et on devrait revenir à notre carte maintenant parce que ça devient un peu étouffant à Wilmington, dans le Delaware. Je me sens claustrophobe à Wilmington, dans le Delaware, alors que je n'y suis même jamais allée. Bon, alors voici notre pâté de maison. Voilà quelques pâtés de maison ici. Et comme on vous l'a dit hier, il y a cette suite du FBI dans ce bâtiment qui appartient en fait à la Wilmington Trust, au 500 Delaware Avenue. Nous avons le cabinet d'avocat Brigitte au 919 North Market Street. Dans ce même bâtiment se trouve également l'agent enregistré de Stacey Sheridan. C'est Stacey Sheridan de Turning Point USA. On va parler d'elle dans un instant. Nous avons aussi le siège réel de Wilmington Trust qui se trouve au 1000 North Market. Nous vous avons parlé de cette grue rouge au 1000 North King Street et c'est le complexe Bracebridge qui est censé abriter le siège d'Insight et ils ont un PDG français. Il se passe vraiment beaucoup de choses ici. Et encore une fois, avoir un agent enregistré dans le Delaware, ce n'est pas... Quand on a une LLC, on est censé avoir un agent enregistré et les gens ont tendance à choisir entre le Wyoming et le Delaware, parfois Las Vegas, pour créer leur propre société. Mais wow, quelles sont les chances que Stacey Sheridan est aussi un agent enregistré dans ce bâtiment? Parce que moi, j'ai des LLC et j'ai des LLC dans le Delaware et je ne suis même pas à Wilmington. Il y a beaucoup de choix. C'est tout un État, mais l'agent enregistré de Stacey Sheridan est là aussi. D'ailleurs, des gens avaient remarqué qu'elle avait plusieurs LLC par lesquels elle était payée. Tout cela pourrait être parfaitement légal, je n'en sais vraiment rien. Mais celle dont je parle, c'est Cloverstone Ventures. Stacey, d'ailleurs, est la directrice principale du développement chez Turning Point USA. Elle a été recrutée spécifiquement par Tyler Boyer pour collecter des fonds et faire passer Turning Point à l'étape supérieure. Et à propos de Tyler Boyer, il y a quelques semaines, on aurait pu dire que c'était un criminel, mais en réalité, Donald Trump l'a gracié. Il a gracié Tyler Boyer il y a quelques semaines, donc on ne peut pas. En fait, ce n'est pas vrai. Il a été gracié. Mais il est toujours en train de faire des choses douteuses, je peux vous l'assurer. Et il fait venir cette Stacey Sheridan. Je dois vous dire, je ne l'aimais pas du tout. Il y avait juste une mauvaise ambiance. Je ne l'aimais pas. Et je l'ai dit à Charlie, en face, quand elle a été embauchée. C'est à ce moment-là que je lui ai dit, assez notoirement, tu ne peux pas t'engager dans cette voie avec l'argent, d'accord? Parce que les gens qui veulent lever des fonds et que tu fais venir des personnes uniquement motivées par l'argent, tu peux avoir des ennuis comme ça. C'est pour ça que je n'étais pas très à l'aise avec le fait qu'elle soit aussi impliquée après l'assassinat de Charlie. C'est Stacey Sheridan qui filmait. Tout le monde se demandait qui filme son cercueil. Alors qu'il est escorté hors de l'Air Force 2. En pleurant, en tenant, c'est Stacey. Comme je l'ai dit,
J'ai juste senti, spirituellement, que le fait que Charlie l'embauche était une erreur. Elle n'a pas passé mon test de ressenti. Soudain, elle est partout. Elle fait l'éloge funèbre de Charlie Kirk sur scène. Elle capture des photos intimes de son cercueil. Ensuite, elle est à la Maison-Blanche, versant des larmes pour cette fausse fête qui a été créée. Alors que tout ce que je veux, c'est vraiment découvrir qui a fait ça. Et toute cette histoire me donnait la chair de poule, pour être honnête. C'est surtout son implication qui me donnait la chair de poule. Je veux le dire ouvertement et honnêtement, d'accord? Mais elle est là. Et elle est là, dans ce bloc un peu mou. Dans ce bloc-là, on traîne tous à Wilmington, non? Et d'ailleurs, on ne serait jamais arrivé à ce bloc si ce n'était pas grâce aux avions égyptiens. Nous, on se contente de suivre ces avions égyptiens et quelqu'un nous donne un tuyau genre « Hey, c'est un peu bizarre qu'ils survolent Wilmington. » Et là, on se dit « Ah ah, lumière allumée. » Et nous voilà, non? On découvre ce partenariat franco-israélien. ACU Partners est le deuxième plus grand actionnaire de SATES. Ils décident de louer ce hangar. On a appris que cela nécessite une approbation fédérale parce qu'il se trouve sur des voies aériennes fédérales. Et peut-être que ça veut dire qu'il faut aussi une approbation française. Qui sait? Qui sait? À ce stade, je ne sais plus rien, à part que tout ça pue à plein nez. Alors j'ai commencé à me demander, qu'est-ce qu'on a tous en commun? Pourquoi est-ce qu'on traîne tous dans le Delaware? C'est ce que j'essaye de comprendre. Qu'est-ce qu'on fait tous ici, près de King Street? Qui est le roi, hein? Est-ce qu'on a un intérêt commun que je n'ai pas encore découvert? Et maintenant, ce serait le bon moment pour revenir à cette chronologie, car il y a une question importante que nous avons oublié de poser. Alors, replongeons-nous dans notre chronologie en commençant par le point d'inflexion qui était ce discours de Tucker Carlson. Maintenant, je voudrais dire ceci. Ce 11 juillet, quand Tucker Carlson a prononcé ce discours, je l'ai fait, et j'espère ne rien trahir de trop personnel ici, mais j'ai interrogé Tucker à propos de ce discours. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'a inspiré ?» Je suis retournée regarder le discours, et il y va franchement, il parle de l'origine de tout cet argent. Est-ce vraiment une méritocratie? Pourquoi des gens qui ne sont pas impressionnants sont-ils milliardaires? Que se passe-t-il dans ce pays? J'ai demandé « Tucker, qu'est-ce qui t'a poussé à dire ça? » Il a répondu « Je n'avais pas prévu de le dire. C'est juste sorti de ma bouche. » C'était juste de l'inspiration, c'est sorti spontanément quand je suis montée sur scène. Il n'y avait aucun plan. Charlie a dit « Il y va à fond ». Et c'est comme ça que Tucker improvise. Et je pense vraiment qu'il y avait quelque chose de spirituel qui l'a poussé à dire ça. Je le pense vraiment. Bref, c'était le 11 juillet. Tucker Carlson prend la parole à la conférence de Turning Point USA et les donateurs paniquent. Il dénonce Jeffrey Epstein. Il dit que les personnes qui servent dans des armées étrangères devraient être déchues de leur citoyenneté. Il s'interroge sur la richesse de Bill Ackman et d'où elle provient. On nous dit, même si nous n'avons pas pu le confirmer par la moindre preuve, que c'est 7 jours plus tard que la demande est arrivée à Turning Point, USA, de la part du chapitre de l'UVU, pour que Charlie organise cet événement. C'est déjà très tard dans la journée, mais encore une fois, nous n'en voyons aucune preuve. Nous savons en revanche que, juste après cela, notre avion jaune égyptien s'envole vers Lincoln, Nebraska. Et 2 jours plus tard, il est annoncé dans le Nebraska qu'ils vont organiser un voyage commercial et d'investissement avec l'Égypte. Alors, il y a eu des réunions privées et officieuses qui ont eu lieu pour que cela se concrétise. Et il y avait des professionnels internationaux présents, selon les médias. Mais qui étaient ces professionnels qui ont rencontré le secrétaire d'État Bob Evans? Pourquoi cette réunion est-elle, d'une certaine manière, officieuse? Et lorsque des personnes, et cela a été fait, ont demandé des informations, on leur répond « Oh, il n'y a rien de public que nous puissions partager avec vous. » Merci d'ailleurs aux citoyens du Nebraska qui l'ont fait. J'ai bien reçu vos emails, même si je n'ai pas pu répondre. Bref, ensuite il quitte le Nebraska, nos plaines jaunes, et se dirige vers Wilmington, puis il retourne au Caire. Nous savons aussi que, à peu près à la même période, Charlie part en vacances dans le Maine pendant quelques semaines pour être avec sa famille. Il disparaît des radars. Nous avons Mikey McCoy et sa femme, Elisa, qui les rejoignent pour la première fois. C'est la première fois qu'ils font ces vacances familiales communes et Mikey capture ces dernières vidéos qui vont nous réchauffer le cœur à propos de Charlie. Et il est genre incroyable. C'est tout simplement comme ça qu'il est. Et le 25 juillet, Charlie prend la parole à Westchester, New York.
À la fin juillet, c'est une petite mise à jour pour vous. iRefi devient le sponsor numéro 1 de la tournée Charlie Kirk All Tour. Donc, c'est la fin juillet, début août. Et je me demande pourquoi ils ont fait ça à ce moment-là, parce que c'est quand même assez tard. Rappelez-vous, c'est quelque chose qui les a affolés quand j'ai dit « Et ce n'est pas comme ça que les événements Turning Point s'organisent. » En fait, ce n'est pas instantané. Dans mon expérience à prendre la parole sur les campus universitaires et en tant que tête d'affiche de ces tournées, ils planifient au moins un semestre à l'avance. Puis, ce fut la panique générale. J'ai eu Lila Rose et Ali Stockey, qui n'ont jamais été tête d'affiche de leur tournée, qui se sont soudainement mises à dire « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. De quoi parlez-vous? » Et comme je le dis, j'ai travaillé là-bas, donc je sais exactement de quoi je parle, et c'était étrange d'essayer de discréditer ça. Et je me demande, pourquoi cela a-t-il été organisé aussi tardivement? Et là, je réfléchis, mais je me demande pourquoi. Rifi, après que Charlie ait perdu des millions de dollars, a dit « Hey, tu peux rattraper ça en partant en tournée. » Tu sais, genre, nous sommes prêts à le faire. Et peut-être qu'en fait, Charlie n'avait pas du tout prévu de partir en tournée. Et cette tournée s'est en réalité organisée très rapidement. C'est une réflexion que je me fais. Je ne présente pas cela comme un fait. Je présente cela comme une question. Bref, revenons à notre chronologie. iRefi voit les choses en grand. Et ils vont être le principal sponsor de cette tournée d'automne. Et c'est comme ça que tout s'est mis en place. Ensuite, on sait qu'au tout début du mois d'août, Turning Point repérait ce lieu et cet événement. Et il qui a spécifiquement demandé à ce que Charlie soit dans cet amphithéâtre. Apparemment, selon certains initiés, Charlie avait adoré un événement qu'il avait organisé dans un amphithéâtre à Nashville. Mais je ne sais pas s'il a dit qu'il ne voulait faire que ça à l'avenir. Mais je sais que Turning Point USA a insisté là-dessus. La personne qui organisait cet événement, Macy Crofts, disait « C'est ce que Charlie veut, et cela pourrait être vrai. » Le 2 août, c'est l'arrivée de nos légionnaires français en Amérique pour une session d'entraînement de 3 semaines en Californie qui se terminera le 25. Et puis, quelques jours plus tard, nous avons cette retraite dans les Hamptons que Charlie Kirk lui-même a décrite comme une intervention sur Israël. Et les influenceurs présents ont dit qu'il était mis sous pression à propos de ses points de vue changeants sur Israël. Et nous savons que les influenceurs ont été payés par Bill Ackman. Je ne pense pas que ce soit particulièrement important. Évidemment, il a des intérêts et envisageait potentiellement de devenir donateur pour Turning Point USA. Ce que je considère comme vraiment important, en revanche, c'est BBNet et Yahoo. Ils ont appelé Charlie et proposé de faire passer Turning Point à un niveau supérieur. Et ça, mes amis, c'est la question à 1 milliard de dollars, voire à 1 trillion de dollars. En échange de quoi? Est-ce qu'on y a réfléchi? Cet homme mène une guerre sur 20 fronts et il appelle Charlie Kirk pour lui demander « Tu sais, veux-tu venir en Israël? Nous pouvons faire passer Turning Point au niveau supérieur, mais en échange de quoi et par l'intermédiaire de qui? » Parce que je vais deviner que Bibi Netanyahou ne va pas simplement faire un chèque signé de sa main et faire ça par pure charité. En échange de quoi? Qu'est-ce qu'il va obtenir faire passer Turning Point au niveau supérieur? C'est quelque chose que personne n'a nié. Cela a eu lieu. Personne n'a nié que cela ait eu lieu. Et Charlie a refusé. Charlie a refusé cette offre. Donc, ce que cela m'indique, c'est que Charlie avait alors des informations sur la façon dont il déplace peut-être de l'argent, n'est-ce pas, sans s'enregistrer auprès du Phara. Je ne sais pas. Je pense que c'est une grande question qu'il faut poser. Continuons avec cette chronologie. Charlie dit non, et presque immédiatement. 10 jours plus tard, notre prochain point, c'est que nos avions ressortent et ils repartent vers Lincoln. Ils vont à Omaha, ils vont à Wilmington. Il reste une nuit. Charlie prend la parole en Caroline du Sud. Nos avions jaunes reviennent ensuite le 24, encore une fois toujours via Wilmington vers l'Égypte. Ensuite, nos légionnaires français ont terminé leur entraînement. Et du 24 au 27 août, l'opération Valhalla, une importante manœuvre conjointe, a lieu entre civils et militaires dans le magnifique État du Minnesota, plus précisément au camp Ripley, un site d'entraînement bien connu. Ensuite, nous avons le premier signe public qui est apparu le 27 août.
Le 27 août, c'est vraiment tard pour commencer à promouvoir un événement. TPUSA, UVU et un groupe local. Le chapitre BYU partage un visuel annonçant que Charlie vient à UVU, mais aucun détail sur le lieu n'est mentionné sur ce visuel, donc toujours pas d'informations complètes, mais au moins la première annonce est diffusée. Le 29, nous avons l'opération Bright Star, qui marque le début de cette opération conjointe dont nous vous avons parlé, qui a lieu tous les 2 ans. Entre l'Égypte et les États-Unis, des militaires et d'autres pays se réunissent et il est rapporté que cela va durer jusqu'au 10 septembre. Le 2 septembre, Charlie envoie l'email. Il demande un audit Doge de son entreprise. Et il annonce que Justin Strife va devenir le nouveau CEO, remplaçant Tyler Boyer, qui occupait ce poste. Et puis, nous avons la première annonce publique connue dans les médias locaux indiquant que Charlie arrive en ville et que cela va se dérouler dans la cour. C'est le 2 septembre. D'accord, le 4 septembre, nos avions arrivent et nous savons ce qui se passe ensuite. Charlie est en Corée pendant quelques jours. Il revient le 10 septembre et il se fait assassiner. Et il se trouve que c'est aussi le même jour que l'opération Bright Star. Cette opération conjointe au Caire prend officiellement fin. D'accord. Donc, cette chronologie me met mal à l'aise. D'accord. Ça me met vraiment très mal à l'aise et je me demande si Charlie a monté le compte Doge et je veux être claire, cette partie relève de la spéculation parce que quelque chose qu'il a peut-être appris quand bébé a demandé de passer à l'étape suivante lui a fait penser peut-être que je devrais regarder dans les finances de Turning Point comme d'où vient cet argent et où va-t-il? Et je ne le sais pas avec certitude, mais je pense que c'est une question légitime, une question d'enquête légitime. Qu'est-ce qui a poussé Charlie à se préoccuper soudainement non seulement de l'endroit où allait l'argent, mais aussi de sa provenance? Lui a-t-on fait une offre qu'il a refusée? Oui. Qu'est-ce qui était proposé en échange? Et je tiens à dire ceci, a déclaré Charlie. Non. Alors, Charlie mord la main intacte. Mourir la main intacte. Il a dit non. Il a refusé beaucoup d'argent. Mais c'est en réalité un conseil que j'ai reçu très tôt qui a tout relié pour moi d'une manière vraiment sombre. C'était un sujet de conversation à la machine à café. Chez Turning Point USA, immédiatement après l'assassinat de Charlie, quelques personnes avaient pris des mesures, spéculaient et réfléchissaient à des choses bizarres. Et vous savez, je vous l'avais dit. Nous avions tellement de gens de Turning Point USA qui se confiaient dans notre boîte à suggestions et nous disaient qu'ils n'aimaient pas la façon dont la direction agissait et que les choses étaient bizarres. Et il y avait tout un flot de choses qui arrivaient. Et quelques-uns d'entre eux l'avaient signalé. L'une des choses dont on murmurait, que les gens trouvaient assez étrange, c'est ce qu'ils ont appris qui s'est passé le jour de l'assassinat de Charlie. Il s'agissait d'une rumeur concernant Justin Strife, un appel téléphonique étrange, passé à un moment curieux, qu'il aurait passé presque immédiatement, selon ce qu'on dit, c'est allégué. Ce n'était pas lors de l'appel téléphonique après que Charlie ait été abattu. Et je dirais, prétendument, parce qu'il y a 6 personnes à Turning Point USA qui ont dit cela, qui en parlaient, cette rumeur a circulé. Ils ont dit que Justin avait passé un appel immédiat à un prospect donateur. Et j'ai dit, c'est bizarre. D'accord. J'aimerais en savoir plus à ce sujet. Est-ce que tout le monde peut essayer de découvrir de quel donateur il s'agissait? Maintenant, il est possible que ce n'ait été qu'un ami don proche. Charlie en avait. Il y avait des dons qu'il considérait comme sa famille. Donc c'était peut-être une hypothèse un peu tirée par les cheveux, mais c'est tout de même intéressant. J'aimerais savoir à qui il était si proche, pour que cela nécessite un appel immédiat. Puis, il s'avère que ces dames m'ont dit que ce donateur avait en fait un apport assez important sur l'hameçon pour Turning Point USA, une part de leur entreprise valant $1 milliard. Ils anticipaient une introduction en bourse et que cela allait représenter une somme d'argent qui changerait une vie. D'accord. On ne parle pas d'un simple chèque de 5 millions, 10 millions ou 50 millions de dollars. Ou comme les 90 millions de dollars que Turning Point USA a récoltés dans les premières semaines suivant l'assassinat de Charlie. On parle d'argent de milliardaires, potentiellement de milliards de dollars. Et c'était un très grand secret, un secret énorme. Seule une poignée de personnes étaient autorisées à savoir que cela se passait.
En fait, il y a probablement des gens qui regardent ceci en ce moment chez Turning Point USA, qui travaillent dans le service des dons. Je pense que c'est un département assez important, qui n'en ont aucune idée, qui n'en ont même jamais entendu parler. Parce que c'est à quel point c'était incroyablement secret, d'un niveau très élevé, d'accord? Mais les gens ont commencé à découvrir cela à cause d'une conversation malencontreuse qui avait été laissée sans surveillance, d'accord? Maintenant, pourquoi ce secret devait-il être aussi bien gardé? Pourquoi cette personne reçoit-elle un appel téléphonique? Je voulais savoir. Je voulais en savoir plus. Et j'ai commencé à envoyer des messages à nos mamans détectives, papas détectives et toutes mes sources chez Turning Point USA. Et je leur disais tout ce que vous pouvez me dire à ce sujet, au cas où cela pourrait être important. J'ai obtenu une réponse concernant le nom d'un donateur. Et j'avais complètement oublié parce que, encore une fois, cela s'est produit sitôt après l'assassinat. Je parle d'avant même que je parte pour le Wyoming. Mon cerveau était encore traumatisé. J'avais tellement d'informations à traiter tout en étant en deuil que j'ai littéralement oublié la chose importante que j'avais apprise à propos de ce donateur. J'ai oublié. Et ces jeunes femmes m'ont dit que ce donateur était franco-américain. Et que ce donateur s'appelait Pierre. Ce n'est qu'hier, après que nous ayons quitté l'antenne, lorsque je vous ai présenté toutes les informations sur la famille Dupont, que ça a fait tilt, et ces dames m'ont envoyé un message en disant « Oh, tu as compris ». C'est Pierre Dupont, point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation, point d'exclamation. J'avais mentionné Pierre Dupont lors de l'émission d'hier, et cela m'a coupé le souffle. Je vais être honnête. J'ai vraiment beaucoup pleuré hier en me disant « Mon Dieu, comment ai-je pu oublier que ce donateur était français, franco-américain, que c'était justement ça, l'élément clé. » Et je me creusais la tête, essayant de comprendre à cette époque, parce que je n'avais même pas envisagé l'implication de la France dans quoi que ce soit. Je me disais « Qui est-ce que je connais qui est français, qui a énormément d'argent et qui est impliqué dans les technologies, et qui pourrait éventuellement préparer un gros chèque qui resterait secret parce qu'une introduction en bourse est imminente et que des milliards sont en jeu. » Et tout a commencé à s'assembler. Et j'aimerais avoir une réponse à ce sujet, Pierre, le donateur milliardaire franco-américain. Et je voudrais une réponse claire pour savoir s'il s'agit ou non de Monsieur Pierre-Yves Dupont. Parce que ce serait une histoire très terriblement sombre. Et mes sources sont très sûres, vraiment très sûres, que c'est ce qui était en jeu, que c'était une somme d'argent qui change une vie. Et elles sont très sûres que cette personne a reçu un appel téléphonique après l'assassinat. Et je pense que nous méritons de le savoir. Je ne pense pas que cela devrait rester secret, n'est-ce pas? La charité ne devrait pas être un secret. Pourquoi? Et d'ailleurs, cela soulève d'autres questions comme comment pouvais-tu affirmer que tu savais que ton introduction en bourse allait rapporter des milliards de dollars? Comment pouvais-tu promettre cela? Comment pouvais-tu promettre cela? Et est-ce que Charlie était au courant? Charlie était-il au courant? Et je vais être honnête avec vous. Je connais beaucoup de milliardaires. Ils ne se séparent pas de leur argent comme ça. Ils ne se séparent pas de leur argent et n'offrent pas à des gens des parts, des morceaux de leur entreprise, à des personnes qui ne sont même pas de leur famille. Alors, pourquoi cette offre était-elle sur la table? J'ai tellement de questions et je vais les poser publiquement. Et je pense que nous exigeons des réponses. Nous devrions tous exiger des réponses parce que cela commence vraiment à devenir très, très sombre. C'est trop français, non? C'est juste trop français. On ne peut pas tous traîner dans le Delaware. Et il y a encore une chose qui est arrivée. Concernant Andrew Colvett, un ami de la famille très proche d'Andrew Colvett m'avait envoyé un message très tôt. Et moi, encore une fois, je ne suivais rien de tout ça à l'époque. Mais cette personne avait dit qu'elle trouvait qu'Andrew Colvett agissait de façon étrange. Et je suis sûre que ce n'est pas très grave. On agissait tous bizarrement de toute façon. Charlie Cooper a été assassiné. Mais en plus, ils avaient mentionné que, spécifiquement, Andrew leur avait dit que lorsque Charlie avait dit non à Bébé, il avait perdu des millions. Maintenant, je vais dire, prétendument, parce que c'est un témoignage, mais j'ai ce témoignage par écrit. Je ne vous mens pas. Et je me suis dit, c'est vraiment étrange. Comment le porte-parole de Turning Point USA
comment pourraient-ils gagner des millions grâce à ça? Quelle est la structure ici de ces contrats? Et même des personnes qui travaillent dans les relations publiques, des personnes qui dirigent des départements de relations publiques reçoivent des pourboires sur la base de dons. Je ne sais pas comment cela fonctionne, mais nous devons comprendre comment cela fonctionne. Je pense que c'est vraiment important que nous découvrions la vérité sur ce qui s'est passé. Qui est Pierre? Est-ce Pierre Dupont? Et est-ce que Turning Point a été payé? Évidemment, cela ne figurerait pas sur les impôts de cette année. Vous ne trouverez pas cela sur les impôts de cette année, mais ce sera sur ceux de l'année prochaine. Mais nous pouvons poser la question maintenant, et je la pose maintenant. Et j'ai encore plus à partager, mais nous allons faire une courte pause pour les sponsors. Je vais poser la question, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour protéger votre avenir? Parce qu'il semble qu'attendre plus tard n'est pas vraiment une option, puisque nous vivons déjà dans ce plus tard. Vous devriez envisager d'intégrer l'or dans votre stratégie financière, car si les économies se déstabilisent et que les marchés prennent peur, les devises peuvent perdre leur valeur. Mais l'or ne suit pas toujours cette tendance. Avoir un peu d'or signifie que vous n'êtes pas dépendant à 100% d'un seul système financier. Vous aurez ainsi quelque chose de tangible, et pour moi, il s'agit de planifier, il s'agit de protéger. Et bien sûr, je ne dis pas que vous devriez tout miser sur l'or, car ce serait aussi imprudent que de ne compter que sur les actions. Mais équilibrer vos investissements est définitivement crucial. Si vous vous inquiétez pour votre retraite ou pour l'économie actuelle, considérez ceci comme un petit coup de pouce. Visitez CandicElikesGold.com pour votre kit or et argent 2025. Obtenez jusqu'à 10% d'argent gratuit. N'attendez pas la prochaine crise. Protégez votre avenir dès aujourd'hui. Appelez le 855-815 Gold ou rendez-vous sur CandicElikesGold.com. CandicElikesGold.com. Je vous parle souvent des produits Beekeepers, car cette saison des fêtes apporte joie, voyage, partage, mais aussi rhume et grippe. Entre les magasins bondés, les emplois du temps chargés, les nuits courtes et le stress, notre système immunitaire travaille en sur-régime, justement quand nous en avons le plus besoin. C'est pourquoi je suis reconnaissante envers Beekeepers Naturals et leur spray à la propolis pour la gorge. Si vous n'avez jamais entendu parler de la propolis, c'est une substance naturelle qui soutient l'immunité fabriquée par les abeilles pour protéger leurs ruches. C'est un bouclier naturel, riche en antioxydants et avec 300 composés bénéfiques. Utilisée depuis des siècles pour soutenir l'immunité, elle apaise les gorges, elle aide à rester en forme. J'utilise le spray à la propolis pour la gorge, notamment pendant les fêtes, car il est sain, naturel et sans ingrédients douteux difficiles à prononcer. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de sucres artificiels. Beekeepers Naturals a récemment lancé une version adaptée aux enfants de leur spray nasal. La brume est douce et légère, les enfants n'ont aucun problème à l'utiliser. Aujourd'hui, Beekeepers Naturals offre aux spectateurs un accès exclusif à leur prolongation de solde des fêtes. Vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur tout le site, alors rendez-vous sur beekeepersnaturals.com et entrez le code CANDICE lors du paiement. Ou vous pouvez tout simplement aller sur beekeepersnaturals.com/Candice. Il s'agit de leurs plus grosses ventes de l'année. Leurs meilleures ventes sont toujours en rupture de stock. Rendez-vous sur beekeepersnaturals.com et entrez le code Candice. Ou vous pouvez tout simplement aller sur beekeepersnaturals.com, Candice en biseau. Croyez-le ou non, il existe de bons fonctionnaires fédéraux. Il y a des gens bien. Il y a des gens bien partout. Vous savez, la lumière combat toujours l'obscurité. Et j'ai reçu un tuyau intéressant d'un agent fédéral que je vais partager avec vous maintenant, car cela pourrait être pertinent. Mais Turning Point USA a fait une demande personnelle pour essayer de faire taire l'histoire de l'avion égyptien, vous savez. Et je trouve cela très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a avec ces avions égyptiens que Turning Point USA ne voulait pas qu'on en parle? Je ne sais pas. Mais je vais le découvrir. Je pense qu'en fait, on l'a un peu découvert d'une manière étrange et vraiment tordue. Ça me donne la nausée. Charlie va me manquer. Charlie va vraiment me manquer. Et je pense que lorsque Charlie a été assassiné, il y avait quelque chose à ce sujet. Je savais que cette histoire allait être sombre, instantanément. Je savais. Charlie a été trahi. Ils se sont moqués de moi. Oh, tu as fait un rêve. Charlie t'a dit qu'il l'était. Oui, Charlie m'a dit qu'il avait été trahi. Et je pense qu'une partie du deuil était... Le chagrin que je ressentais était en grande partie dû à ma compréhension que cela allait devenir une mission pour moi.
Je crois que je savais au fond de moi que cela allait être une mission. Et je savais un peu au fond de moi que tout le monde allait être contre moi, ou plutôt tout l'appareil obscur allait être contre moi, pas le monde entier. Il y a tellement de bonnes personnes dans le monde, et c'est pour elles que je fais tout ça, et qui ont compris instantanément et ressenti tout de suite ce que j'ai ressenti quand tout cela est arrivé. Et je trouve ça triste parce que je repensais, je suppose, vraiment à la dernière partie de ma jeunesse, à être ignorant et à penser que nous vivions dans un pays libre, juste et méritocratique. L'excitation de Charlie et moi en politique, on était comme de jeunes loups pensant qu'on allait changer le monde parce que le mouvement MAGA nous offrait cette opportunité, non? Nous allons faire élire Trump et nous allons faire en sorte que les gens arrêtent de parler de racisme et de sexisme et de comprendre que la famille est une priorité. Et je me rends compte maintenant, et je sais que Charlie s'en rend compte aussi, que nous n'avions pas vu le mal qui nous entourait. Et cette jeunesse va me manquer. Tu vois ce que je veux dire? Cette expérience de jeunesse va me manquer. Charlie qui partait à des rendez-vous, la fille qu'il aimait, et moi qui étais toujours la complice, ça va me manquer, tout comme le fait qu'il me demandait conseil. Ce message texte est l'un de mes messages préférés entre Charlie et moi. Quand il se préparait à aller à un rendez-vous et, tu sais, il ne sortait pas avec beaucoup de monde. Pas beaucoup de gens. Et il était un peu amoureux de cette fille. Et il me demandait, est-ce que je devrais porter ça? Et voici le message texte. C'est tellement mignon. Il a dit, est-ce que je dois changer de chemise? Et j'ai répondu, oui, et jette-la si tu peux, Charlie. Et il répond, ah, d'accord. Et il porte un t-shirt Turning Point Early que quelqu'un, je crois, lui avait donné. Il l'a cousu dessus. C'est cousu dessus? C'est ça? Collé au fer, je ne sais pas. Mais j'étais là. Charlie, brûle-la. Évidemment, brûle cette chemise. Et ça me fait, oui, c'est le genre de choses qui me fait pleurer et me rend triste parce qu'il était tellement jeune. Tu sais, Charlie était si jeune et c'était une si bonne personne. Et ces conversations de jeunesse vont aussi me manquer, celles qu'on a quand on est en phase avec quelqu'un et qu'on parle de choses qu'on ne comprend pas. Quand tu faisais tes débuts en politique, j'ai toujours ressenti ça, comme un extraterrestre. On avait ces discussions avec des donateurs et on discutait avec des gens ou alors des gens faisaient des trucs et je lui disais « Charlie, je suis un alien, je suis neuf sur la planète, je ne saisis pas le double langage, les contrats et les gens qui menacent de poursuivre en justice. Ça n'a aucun sens pour moi. Je suis un extraterrestre. » Et Charlie disait toujours qu'il avait l'impression d'être un voyageur dans le temps. Et ça, c'est une conversation. Je disais « Je suis un extraterrestre. » Je lui envoyais juste un message depuis l'autre bout du monde. Et il disait « Je crois que je suis un voyageur dans le temps. Ici, c'est chez moi. » Il semblait que la Terre était sa planète. Mais tu m'as trouvé et voyagé dans le temps avec moi. Comme cette amitié où tu peux parler d'être un voyageur temporel et te sentir extraterrestre. Comme je l'ai toujours ressenti parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas les règles de cette planète. Je ne comprends pas la trahison, les coups bas, les gens qui dansent pour de l'argent. Ça n'a jamais eu de sens pour moi. Depuis que je suis enfant, je me suis toujours sentie à part. Et je ne suis pas à ma place en politique. Je peux vous le dire parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, non? Vendre son âme au diable. Et je n'ai pas envie de faire ça. Bref, tout ça pour dire que l'ignorance de notre jeunesse politique va me manquer. Penser que tout pouvait être juste, penser qu'il suffisait de travailler dur, penser qu'on pouvait diriger une entreprise, qu'on pouvait lancer cette révolution où les gens seraient heureux à l'avenir, parce que l'Amérique était la terre de la liberté. J'ai dû faire mon deuil. Maintenant, je comprends, et comme je l'ai exprimé, que cela a une dimension missionnaire. Charlie. Je savais qu'il allait mourir jeune, mais ces SMS, qui semblent aujourd'hui prophétiques, contenaient d'autres choses que je ne voulais pas partager à l'époque. Mais je vais vous le révéler maintenant. Lorsqu'il parlait de sa mort et des visions qu'il avait en avril 2018, il a également dit d'autres choses. Il n'a pas seulement dit qu'il allait mourir, il n'a pas seulement dit que ce tournant allait causer sa perte. Mais il a aussi écrit ceci. C'était le 13 avril. Il a écrit ceci. Il a écrit « Ish, comme ce soir, c'est ce que j'ai prévu. Cela ne mènera à rien. Je vais vous donner le contexte dans un instant. Mais de notre vivant, nous connaîtrons une véritable guerre, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, une destruction absolue et totale. » Pour référence historique, ce qui se passait cette semaine-là concernait bien sûr la France, n'est-ce pas? L'Amérique, la France, Israël, le Moyen-Orient, la Syrie, la Russie. Et il s'agit de la Syrie avant qu'Israël et les États-Unis ne renversent Assad. Ce qui se passait, c'était ceci.
Les États-Unis et la France menaient une série de frappes militaires impliquant un avion et des missiles lancés depuis des navires contre plusieurs sites gouvernementaux en Syrie. Et la raison officielle qui nous a été donnée était que le gouvernement syrien avait apparemment gazé chimiquement ses propres citoyens, ce qu'Assad avait vigoureusement nié. En fait, si Assad disait la vérité, et je crois qu'il la disait parce que je pense qu'il y a une guerre contre les chrétiens en cours, alors l'Occident et les États-Unis étaient impliqués, en partie à cause d'une attaque sous faux drapeau pour justifier une intervention militaire plus importante. C'est un peu quelque chose que l'Occident fait souvent, non? Attaque sous faux drapeau, on lance les médias, il faut qu'on réagisse, et ensuite on s'approprie simplement des territoires. Oui, c'est ce qu'on fait. La France avait déclaré dans un communiqué ce matin-là du 14 avril que la ligne rouge de la France avait été franchie. Donc c'était une histoire dont Charlie disait « Ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est un avant-goût de ce qui va arriver. » Missiles, attaques sous faux drapeau, produits chimiques et le Moyen-Orient, l'Amérique, la France et Israël. C'est quelque chose, non? C'était l'ambiance de quelque chose que Charlie sentait qu'il allait se passer dans le futur. Quelque chose, Charlie, je disais toujours, je t'ai dit que le reste appartient au futur. Je pense que nous sommes dans le reste en ce moment. Nous approchons de ce futur en ce moment même. Et je ne le ressentais pas à l'époque, en 2018, mais je le ressens maintenant. Je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de rêves. Et l'angoisse que Charlie ressentait en 2018, je l'ai senti monter jusqu'à l'assassinat de Charlie. J'ai retiré mes enfants de l'école. J'avais ces rêves et ces visions à propos d'abeilles et d'une organisation qui se mettait en place en Amérique. J'ai un sentiment d'angoisse face à beaucoup de ces événements qui se produisent, ces événements inexplicables comme les incendies de Malibu, des événements côtiers en quelque sorte. Les inondations au Texas, que tout cela n'arrive pas par hasard. D'accord. J'ai le sentiment d'une angoisse que la Fed est en train de prendre aux Américains en ce moment et que nous nous dirigeons vers la guerre. D'accord. Je vais partager cela. Je sens que nous nous dirigeons vers la guerre, qu'ils veulent la guerre par tous les moyens nécessaires. Et que, où que vous soyez dans le monde, vous devez en être pleinement conscient. D'accord. Nous ne pouvons pas être stupides cette fois. Nous ne pouvons pas croire ce que les médias nous disent. Nous ne pouvons pas croire ce que le gouvernement nous dit. Nous ne pouvons pas croire quoi que ce soit, quelle que soit l'attaque qui va se produire. Et on va nous dire que c'était ce type-là. Nous devons commencer à reconnaître le schéma des choses. D'accord. Le modèle prédictif de cela, c'est ma ligne rouge. Ensuite, la ligne rouge est franchie et les gens le nient. Et que se passe-t-il? Les chrétiens sont massacrés en masse à chaque fois. On fait de la propagande auprès des gens, les chrétiens de l'Est, pour qu'ils détestent les chrétiens de l'Ouest. Et à la fin, il reste tout simplement moins d'entre nous. Et ces choses ont tendance à arriver, les guerres mondiales, quand ils veulent un reset parce que les gens commencent à se réveiller. Et donc, je voulais simplement vous exprimer cela, que j'ai le sentiment que nous atteignons ce point de rupture en ce moment. Et vous devez vous y préparer. Cela semble presque inévitable parce que les guerres se planifient dans des salles de réunion, d'accord? Dans des salles de réunion. On va envoyer vous, vos enfants et vos fils, mais eux n'iront pas se battre. Et je n'aime pas du tout le scénario actuel où l'on envoie des émissaires en Russie et en Israël et où tout le monde se réunit autour de tout cela. On a l'impression que quelque chose se prépare. Je sais que vous ressentez probablement aussi cette appréhension. Tournons maintenant notre attention vers Turning Point. Saviez-vous que j'ai appris cela grâce à l'un de nos enquêteurs, que Turning Point pourrait potentiellement devenir un empire immobilier? Apparemment, Tyler Boyer a un frère cadet, qui, pendant 10 ans, a travaillé dans la vente de matériel dentaire jusqu'à la mort de Charlie, parce qu'une opportunité unique s'est présentée chez Turning Point USA, où Tyler avait commencé à dire aux gens que TPUSA prévoit de lancer un programme pour construire des maisons destinées aux primo-accédants. Ils vont utiliser la position et l'audience de Turning Point USA pour promouvoir cette idée de nouvelles maisons. Et l'argument marketing, c'est que Charlie prêchait aux jeunes chrétiens que l'école et l'université étaient une perte de temps et d'argent et qu'ils devraient se marier tôt, commencer leur vie et avoir des enfants. Mais il ne leur a jamais vraiment expliqué comment faire ni ce qu'ils devaient faire ensuite. Donc, il prévoit de tirer parti de la position de Turning Point USA avec les jeunes chrétiens comme public captif à qui vendre pour construire et vendre des maisons.
D'accord. C'est ce que la personne m'a dit. Et j'ai vérifié cela. Ils ont présenté des preuves que cette conversation a bien eu lieu. Et je trouve cela intéressant. Je pense que nous devrions partager cela. Et je suis sûre que c'est probablement ce que Charlie a écrit. Apparemment, il avait un plan sur 15 ou 20 ans, selon Frank Turek. Ou était-ce Rob McCoy? Je crois que c'est Rob McCoy qui a dit ça. Je pense qu'ils l'ont tous dit, honnêtement, mais Rob McCoy l'a effectivement dit. Il gardait cela dans ses carnets. Et donc, un empire immobilier pourrait être sur le point de naître pour Turning Point USA. Incroyable. C'est vraiment quelque chose. Bref, les amis, nous allons faire une nouvelle pause pour nos sponsors, puis je passerai à certains de vos commentaires. Très bien que vous ayez des difficultés avec des cartes de crédit, des prêts personnels ou des factures médicales, PDS Debt propose des solutions personnalisées pour vous aider à sortir de l'endettement. Ils vont au-delà des chiffres pour comprendre votre situation financière unique et ils peuvent élaborer un plan personnalisé conçu spécialement pour vous. Aucun score de crédit minimum n'est requis. Ils sont là pour vous aider à économiser davantage. Remboursez vos dettes plus rapidement et commencez à remettre l'argent là où il doit être, c'est-à-dire évidemment dans votre poche. PDS Debt est noté A+, par le Better Business Bureau. Il affiche des milliers d'avis 5 étoiles sur Google et détient une note de 5 étoiles sur Trustpilot. Parce que PDS a aidé des centaines de milliers de personnes à sortir de l'endettement. Chaque mois que vous attendez, cela vous coûtera simplement plus en intérêts et en frais. Le meilleur moment pour commencer, c'était probablement hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. N'attendez pas un mois de plus. Reprenez le contrôle en 30 secondes. Obtenez votre évaluation personnalisée gratuite. Et la meilleure option pour vous en visitant pdsdebt.com/Candice. Encore une fois, c'est pdsdebt.com/Candice. Aussi, je veux vous parler de Home Title Lock parce que si vous êtes propriétaire, vous devriez écouter ceci. Le FBI a mis en garde les propriétaires contre ce type de fraude immobilière en hausse, qui est le vol de titres de propriété. Ce type de vol ne se produit pas en forçant vos portes et volant vos biens. Cela se produit simplement avec un document d'une page comportant une signature falsifiée qui peut être déposée au bureau du comté. Et si votre titre n'est plus à votre nom, des criminels peuvent utiliser votre propriété pour vider votre capital ou la vendre. Vous ne vous en rendrez compte qu'en recevant des avis de recouvrement et de saisie dans votre boîte. Je me suis associé à Home Title Lock pour protéger votre capital et découvrir si vous êtes déjà victime. Utilisez mon code Candice sur hometitlelock.com et recevez gratuitement un rapport d'historique de titres et un essai gratuit d'1 million de dollars de triple protection. Soit une surveillance 24h/24 et 7J7 des alertes de changement et, en cas de fraude, une équipe américaine. L'équipe de restauration dépensera jusqu'à 1 million pour résoudre le problème. Encore une fois, c'est hometitlelock.com, code promo Candice ou utilisez le lien dans la description ci-dessous. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Menaces, procès, avocats, faillite. C'est comme ça que ça fonctionne, non? Quand tu te réveilles face à l'arnaque généralisée, quand tu commences à dire la vérité, quand tu dis « je ne vais pas faire partie de l'arnaque », quand tu dis « non, je préfère mourir avec mon âme intacte ». Oui, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule façon de sortir de cette matrice. Deux façons de sortir. On va te détruire ou on va te tuer. C'est tout. Attends-toi à ce qu'un procès soit monté de toutes pièces parce que j'ai l'audace de dire la vérité sur ce qui est arrivé à mon ami. Et tu as besoin de vrais amis dans ce monde. Tu as vraiment besoin de vrais amis, des amis qui vont se lever quand tout le monde ment sur tout ce qui t'est arrivé ce jour-là. Et d'ailleurs, nous avons découvert encore plus de choses, mais tu sais, on n'est que mardi. Donc on va t'en donner plus. On t'en donnera plus demain. Bref, les amis, passons à quelques petites annonces. J'ai une excellente nouvelle. Mon livre « Make Him a Sandwich » n'est pas seulement disponible sur le site Make Him a Sandwich, qui est makehimasandwich.com, mais il est maintenant aussi disponible sur Amazon. Donc, vous pouvez l'obtenir là-bas. Vous pouvez aller sur amazon.com et maintenant, vous pouvez le faire livrer directement chez vous. Je crois d'ailleurs que George a mis une note disant qu'il n'est pas en stock. Ce n'est pas vrai. Cela veut juste dire qu'Amazon n'a pas encore reçu notre livraison. Donc, il est bien en stock et vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. C'est un très bon livre et il aborde l'histoire du féminisme.
Et c'est aussi un livre assez personnel, en quelque sorte mon propre parcours avec le féminisme et une exploration de l'origine de toutes les mauvaises idées, ce qui est, ou je devrais dire, en ce qui concerne l'Amérique, l'assassinat du tsar, un autre événement d'assassinat. Je pense que ces bolcheviks sont ici, en Amérique. Il y a quelque chose que je veux vous dire, c'est ce qui me fait vraiment peur. Ils se sont discrètement tissés parmi nous pour vous donner une sorte de petite référence à Game of Thrones pour ceux qui l'ont regardé. Pendant que nous nous battions les uns contre les autres, à gauche et à droite, les marcheurs blancs construisaient une armée et ils sont là. C'est donc ce sentiment d'effroi que j'ai par rapport à ce qui s'est passé dans ce pays. Et ce sont des bolcheviks et ils croient que le meurtre est leur droit. Ils détestent les chrétiens. Ils croient à l'infiltration. Et nous devrions jeûner. Nous devrions prier. Nous devrions espérer que la vision de Charlie était correcte. Il savait qu'il allait mourir, mais il sentait aussi, comme il me l'a laissé entendre, qu'il devait prendre cette option pour que les gens se réveillent. Et je pense vraiment que cela a catalysé un éveil ici. Et ce sont des risques que je ressens aussi comme une mission. Je dois prendre ces risques pour dire et informer les gens, même au péril de ma propre vie. Parce qu'il n'y aura pas de lendemain pour nos enfants. Je ressens cette angoisse et je déteste vous la transmettre. J'essaie toujours d'être optimiste, mais là, c'est grave. Je le ressens et je pense que vous le ressentez tous aussi. Donc oui, il y a beaucoup de choses à digérer. Et ce n'est pas fini. Bien sûr, j'espère qu'Erika Kirk fera une déclaration. Je pense que dans cette nouvelle fonction, PDG et président, nous méritons une réponse à propos de ce chèque. Cet appel téléphonique, nous méritons une réponse claire à ce sujet. Et pas de détour. Parce que j'ai dit que mes sources étaient plutôt fiables à ce sujet. Et je suis juste en train d'essayer d'encaisser toute cette dévastation vraiment pour être honnête avec vous. Quelles en sont les implications? Bref, nous avons aussi de nouveaux produits dérivés sur notre site web. Vous pouvez également offrir à quelqu'un une adhésion au Club Candice pour rejoindre notre club de lecture. D'ailleurs, nous allons, dès que nous aurons terminé, nous rendre au club de lecture. Alors que nous poursuivons cette conversation sur Sigmund Freud et la tradition mystique juive qui est directement liée à ce qui se passe aujourd'hui, une sorte de guerre qui a eu lieu et dont personne ne sait vraiment ce qui se passait en Europe. Ce livre est vraiment important. Vous pouvez maintenant offrir une adhésion si vous voulez. Nous arrivons à court de temps ici. Je lis le commentaire d'hier. C'est fou que Candace recherche son complot d'assassinat. Elle découvre des choses cachées dans notre gouvernement. Nous devons nous réveiller. Amérique, pas seulement l'Amérique, le monde. Le monde doit se réveiller. Et je pense que l'erreur, parmi les nombreuses erreurs que fait le diable, a été, en abusant de sa main, d'exécuter Charlie publiquement, car cela a réveillé quelque chose. En chacun de nous qui avons encore de la bonté, en chacun de nous qui diront non à l'argent, en ceux d'entre nous qui préféreraient être poursuivis en justice plutôt que de céder au mal. Je pense que cela nous a fait réaliser que nous devons être des soldats de Dieu. S'ils veulent être des soldats des ténèbres, alors nous devons être des soldats de la lumière. Laissez-moi voir si je peux lire quelques-uns de ces commentaires avant que nous terminions ici. Wow, c'est un don énorme qui a été fait par Laughing Cats Music World. Merci. Je vais en avoir besoin parce que je pense que le gouvernement fédéral essaie de me ruiner de 1000 façons différentes. La guerre juridique est l'une des stratégies, la guerre juridique. Ils vous font simplement être poursuivis en justice en permanence. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe depuis que j'ai échappé à la matrice. Cette personne écrit « Je soutiens ma fille préférée. Ma bouche est restée grande ouverte quand tu as prononcé le nom Dupont. J'ai pleuré ce soir. Je t'aime et j'ai aimé Charlie dès le début. Une grande partie de mon quotidien m'a été arrachée quand ils ont tué Charlie. Tu es fidèle et sincère quand tout s'effondre et c'est impossible à nier. Tu peux dire, comme disent les Français, c'est la vie. Puissent-ils tous tomber? Ouais. Tu sais que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire tombent. Je pense que c'est juste. Peut-être que Turning Point aura des réponses très claires. Ils ne nous en ont donné aucune jusqu'à présent. Juste plus d'attaques contre Candace. Encore plus de gens prétendant être chrétiens qui attaquent Candace. En utilisant des versets bibliques, je n'ai plus de temps à perdre avec ça. Vraiment pas. Nous sommes là maintenant et le monde peut voir ce qui se passe. Tu peux me traiter de folle. Tu peux me traiter de maléfique. Tu peux me traiter de démoniaque. Tu peux m'appeler comme tu veux, ce dont tu as besoin, si ça te réconforte la nuit.
Parce que, laisse-moi te dire, ce ne sera jamais aussi chaud que tu le seras quand tu brûleras en enfer pour l'éternité. D'accord? Ce sera au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer dans cette vie. Cette vie est courte. Celle de Charlie a été plus courte, une fin abrupte, mais cette vie est courte comparée à l'éternité. Et ça, c'est réel. Et je m'engage envers la vérité. Et j'ai simplement décidé que je resterai du côté de la vérité. Et je vais continuer à endurer ces attaques et à rester avec le peuple. Seven Sheets écrit « On dirait que tu es le seul ami proche à vraiment le pleurer. Passez par là. Désolé de ta perte. Courage. Merci. J'apprécie vraiment. » Yaka écrit « Plein de bénédictions, Candace, de la part d'Anton, Daniels et les Bag Chasers. Continue de mener le bon combat. » Snowy écrit « Intégrité, courage, intelligence, éloquence, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Candace Owens, vue par les yeux d'une personne de 79 ans. Merci. J'adore rendre votre génération fière, car je pense vraiment que c'était la dernière génération à avoir de vraies valeurs. Vous savez, l'Amérique a perdu son chemin quand nous avons décidé que nous ferions n'importe quoi pour de l'argent, comme l'a dit Bébé devant la caméra. Vous savez, l'Amérique est quelque chose que l'on peut très facilement manipuler avec de l'argent. Mais pas cette américaine. Voilà pour ça. Et Amir écrit « J'ai voté pour que mes impôts passent de la CIA vers l'Agence de renseignement du Canada pour tout son travail d'investigation, parce qu'à ce stade, elle est l'une des rares personnalités publiques qui se battent réellement pour la vérité. Malheureusement, je veux dire, je pensais vraiment qu'il y aurait plus d'alliés, et il y en a quelques-uns, comme je l'ai dit, il y a de bons agents fédéraux. Il y a un mouvement souterrain qui se développe, mais il n'y en a clairement pas assez par rapport à ce que nous payons en impôts. Je peux vous le dire gratuitement. Joy écrit « C'est profond. J'ai regardé The Revolution de Ken Burns. La connexion française avec l'Amérique est ancienne. C'est vrai. Et c'est naïf de notre part de penser qu'ils nous ont juste rendu service et ont dit « Saranara », n'est-ce pas? Pas du tout. Bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé pour nous. Les Américains sont naïfs. Bref, les amis, on va passer au club de lecture. Soutenez l'émission. Vous pouvez le faire de différentes manières. Comme je l'ai dit, en achetant du matériel. Nous avons un nouveau kit disponible sur le site web, ce qui nous enthousiasme. Et vous pouvez bien sûr acheter le livre, qui est disponible sur Amazon. Et nous allons continuer à avancer. Aujourd'hui, c'était clairement un épisode où j'ai l'impression qu'on est allé à fond pour Charlie. Donc, on se retrouve demain.